Bonjour amis auditeurs, vous êtes bien sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Nous sommes samedi 29 novembre 2014 et c'est depuis Bruxelles que nous vous accueillons pour cette 21e émission. Et aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle puisque je reçois comme toujours mes invités qui viennent parler de leur actualité. Nous allons donc faire connaissance avec eux. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir monsieur Dimitri Verdonck qui est licencié en philosophie. Il est actuellement président de l'association Culture et Progrès avec qui nous allons parler de l'actualité et singulièrement de ses activités. Monsieur Verdonck, bonjour. Bonjour Henri. Merci de me faire l'honneur de répondre aux questions de Radium Beauté. Une dame également. Je me tourne vers vous, Dimitri Verdonck. Je l'ai dit en introduction, vous êtes licencié en philosophie. Vous avez également étudié le droit et les sciences économiques avant de suivre une formation pour dirigeant d'associations et d'entreprises d'économie sociale. Vous vous êtes également spécialisé en politique extérieure de l'Union européenne et en coopération au développement. Et vous alternez, il faut bien le dire, depuis près de 15 ans, les activités de conseil auprès de personnalités politiques de premier plan actives en matière de coopération au développement et des relations extérieures. Vous êtes aussi connu pour votre engagement, notamment en faveur de la démocratisation, notamment à Djibouti. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, si on devait prendre l'exemple de Djibouti, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Bon, évidemment, énormément de choses. Djibouti est un peu une caricature de dictature. C'est vraiment un pays méconnu, petit, qui bénéficie d'un soutien très important de la communauté internationale, ce qui fait que le président actuel fait à peu près ce qu'il veut. Et il le fait d'autant plus facilement que... En toute impunité, vous diriez ou... En toute impunité, bien sûr. Et il le fait d'autant plus facilement que à Djibouti, il n'y a aucune liberté de presse, aucune liberté d'opinion d'aucune sorte. Donc un média officiel, un journal officiel et les journalistes étrangers interdits. Alors, ce manque d'organisation ou de structuration, vous l'attribuez à quoi exactement ? Est-ce un décrochage par rapport au processus d'intégration ou est-ce que vous avez des communautés qui sont beaucoup plus fermées naturellement que d'autres ? Bon, il y a sans doute ce type de raison. Je pense aussi que c'est simplement une question de nombre. Ah d'accord. Ça joue évidemment vous pensez que le nombre est important ? Je pense, mais je pense aussi que c'est lié à l'histoire. Évidemment, l'histoire du Congo et de la Belgique n'est pas la même que l'histoire de Djibouti et de la Belgique. Bien entendu. Les liens avec les Djiboutiens et la France sont beaucoup plus importants. Ceci dit, pour des raisons politiques, on retrouve de plus en plus d'opposants à Bruxelles, le cœur de l'Europe, la Belgique, et pas tant à Paris ou en France. D'autant que les relations entre la France et Djibouti sont à ce point passionnelles. Et, c'est le moins que l'on puisse dire. Beaucoup d'opposants djiboutiens craignent en fait de se retrouver en France parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir quitté Djibouti en quelque sorte. Bah oui, parce que ça c'est aussi un procès ou en tout cas un reproche qui est fait à Paris. C'est une forme de collusion en fait historique avec tous les pouvoirs qui se sont succédés à Djibouti. Vous attribuez cela à quoi exactement ? C'est une complaisance maladive ? Ce sont des connivences, des complicités ? Enfin voilà. Comment ? Je vais pas vous refaire l'histoire de la France-Afrique. C'est évidemment la France-Afrique. Maintenant, beaucoup de gens ont espéré avec l'arrivée de François Hollande et le concept d'Afrique-France plutôt que de France-Afrique un réel changement. Il faut bien constater que il s'est aligné. Enfin, sur ses prédécesseurs. En fait, absolument, totalement. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il y a quand même l'arrivée de nouvelles menaces ? Parce que je rappelle quand même que Djibouti est situé dans la Corne de l'Afrique et que Somalie c'est pas très loin, l'Érythrée c'est pas très loin. C'est quand même des foyers de tension qui d'une manière ou d'une autre influent sur la politique de ces pays. Non ? C'est vrai, mais depuis quelques années maintenant, il est tout à fait clair que le régime actuel, le président, constitue lui-même un danger plus important que la menace contre laquelle il se présente comme le seul rempart. Donc très concrètement, les Américains, les Français, toutes les grandes puissances qui sont présentes à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la piraterie et contre l'islamisme radical dans la région, connaissent très très bien la manière épouvantable dont le dictateur djiboutien se comporte vis-à-vis de la population. Ils ferment tous les yeux.
parce que ça les arrange, parce qu'ils ont besoin de Djibouti. Ça ne veut pas dire que le président lui-même contribue à améliorer la situation. Simplement, il loue son pays, il loue le territoire à des puissances extérieures qui mènent leur vie, qui poursuivent leurs propres intérêts. Et donc au détriment de l'intérêt bien compris des Djiboutiens, donc on dirait que Djibouti est un pays malade, tout simplement. Oui, mais qui est en train de se réveiller. Donc c'est évidemment ça aussi qui est assez remarquable. C'est-à-dire que depuis 2011, la population commence à sortir dans les rues, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les 20 dernières années, les manifestations, ça n'existait pas. Une manifestation, c'est quand le président demande à la population de venir manifester pour lui, pour montrer qu'il est fort quand il le faut. Maintenant, les Djiboutiens sont dans la rue depuis février 2013 de manière massive et ils sont bien déterminés aujourd'hui à faire entendre leur voix. Dimitri Verdonck, c'est réaliste ou pas ce rêve? Est-ce que c'est une solution pour certains pays d'intégrer comme ça? Moi, j'irai encore plus loin. Bon, d'abord, je trouve que le raisonnement par l'absurde est un instrument très intéressant. Il peut évidemment prêter à sourire, mais il peut aussi prêter à réfléchir. Okay. À cet égard, je renvoie à un livre de l'écrivain djiboutien Abdourahmane Ouaberi, qui s'appelle Les États-Unis d'Afrique. Dans ce livre, pour lequel il a reçu beaucoup de prix, il renverse complètement la situation actuelle et il décrit l'Afrique qui refuse les migrants européens et tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Mais simplement le fait de renverser la situation permet de voir les choses de manière tout à fait différente et du coup d'analyser la réalité avec un regard nouveau. Donc je le trouve en tout cas la perspective intéressante. Et puis on peut se demander si le Congo n'est pas depuis longtemps le 51e État américain. À cause de la présence de la MONUSCO, dont on sait que les États-Unis sont le premier contributeur, peut-être. Par exemple. Mais sous tutelle de. Je pense aussi à l'histoire du Congo. Les États-Unis ont aussi, à côté des Belges, une importance considérable dans ce qui s'est passé, dans le soutien aux dirigeants congolais. D'accord. Vous voulez réagir à ce sujet, Madame Alice Nzouzi? Aussi, je suis tout à fait d'accord par rapport aux États-Unis. Il y a eu toute une série d'informations, notamment comme la participation de la CIA à l'époque avant l'indépendance, etc. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors donc, on est tous américains là, hein. Ça y est, on y est. Alors Dimitri Verdonck, moi j'ai quand même une question parce que vous avez quand même travaillé assez longtemps avec le Parlement européen, hein, Afrique de l'Ouest notamment, oui, ça s'est vu. Oui. Enfin voilà, donc de manière générale, on peut retenir de ces négociations de ces dernières années que l'Union européenne continue à avoir une vision marchande de ses relations avec l'Afrique, ce qui est quand même problématique. Par contre, je le dis, je vous jette pas de fleurs, mais je note par ailleurs que dans ce combat que vous menez à travers vos différentes initiatives, notamment en faveur de Djibouti, vous avez réussi à faire adopter des résolutions au niveau du Parlement, en tout cas de certaines commissions de... Oui, c'est en effet une fierté. J'ai rarement des occasions d'être fier. Mais comment on fait à ce moment-là? Vous allez chercher les députés individuellement, vous leur donnez des arguments. Comment ça se passe concrètement? Bon, c'est un travail de longue haleine en fait, pour arriver à une résolution européenne dont personne ne veut, à laquelle personne ne pense. Parce évidemment, il y a des tas de sujets sur lesquels c'est beaucoup plus facile. Mais tout le monde se fiche de Djibouti, personne ne pense à Djibouti en Europe. Et donc ça veut dire qu'il faut effectivement aller voir les députés, aller les convaincre d'abord leur expliquer que Djibouti existe, leur expliquer quelle est la situation à Djibouti, leur expliquer que le Parlement européen a des moyens de contribuer à un changement. Donc voilà, c'est un long processus. Il faut avoir du courage. Il faut passer son temps dans les couloirs de la Commission. Il faut avoir aussi des entrées, un réseau. Bon voilà, c'est évidemment un gros boulot. Mais après, quand les résultats sont là, c'est vrai que c'est une grande satisfaction. Et donc, pour revenir à l'objet de la résolution, ce qui est important de retenir, c'est que l'Union européenne l'année passée a donc considéré officiellement via le Parlement européen que Djibouti se comportait de manière scandaleuse et donc il y avait des problèmes
du point de vue du respect du droit, des droits fondamentaux, de la liberté d'expression, j'en parlais. Il y a de la torture à Djibouti. Il y a des, je veux dire, les vrais opposants sont condamnés à l'exil depuis des années. Là, il y en a quelques-uns, dont un en particulier qui est retourné à Djibouti pour participer aux élections. Il le paye évidemment en étant enfermé tous les 3 mois. Il se retrouve en prison. Je pense qu'il est là depuis 2 ans. D'accord. Et sur 2 ans, il a dû passer plus d'une dizaine de mois en prison pour des motifs absolument scandaleux et évidemment sans fondement. Ainsi va l'Afrique, malheureusement, et il nous appartient donc de nous battre pour. Et vous faites partie de ceux qui se battent justement. Et ça tombe très bien parce que ceux qui se battent justement se retrouvent souvent dans un établissement. J'invite mes amis sur le plateau, Dimitri et Alice, à venir rendre visite un jour. Nous essayons de pouvoir nous retrouver avec des gens qui se battent, qui réfléchissent, qui pensent à l'Afrique. C'est une opportunité aussi d'avoir rencontré Dimitri, parce que certaines idées que nous avons passent difficilement. Vous savez, malheureusement, elles sont un petit peu colorées, nos idées. Et donc, sans jeu de mots, Oui. et donc, cette opportunité est vraiment très très bonne pour nous. Et donc, nous pensons qu'on pourra toujours nous battre. Parce que l'Afrique a besoin des gens qui se battent. L'Afrique a des gens qui se battent, mais l'Afrique a aussi besoin des gens qui les aident, qui l'aident à se battre. Dimitri Verdon, qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochains mois, dans les prochaines semaines des initiatives? Je crois savoir que Ali Debarkale, qui est à la Miavo, proche à vous, va lancer bientôt une initiative. Vous nous en parler en 2 mots peut-être, effectivement. Il y a 2 actualités, donc il y a celle-là sur laquelle je vais revenir, et puis il y a l'élaboration de notre prochain ouvrage collectif sur le Burundi. D'accord. Donc, vous savez qu'on écrit des livres sur la situation des pays dans lesquels il y a un rendez-vous électoral important. Donc les précédents livres que nous avons écrits concernaient la République du Congo, la République de Djibouti et le Sénégal. Et donc le prochain, ce sera à propos des élections au Burundi. Maintenant, effectivement, Ali Debarkale lance une toute nouvelle initiative à Djibouti qui s'appelle Djibouti 2016, en référence aux élections présidentielles qui se dérouleront à Djibouti en 2016. L'idée est qu'après avoir passé 2 ans en tant que représentant officiel de la coalition des partis de l'opposition djiboutienne ici auprès de l'Union européenne, il se met en retrait de la politique qu'il considère comme de la politique politicienne dans laquelle l'opposition est obligée d'entrer en raison de la situation politique qu'il exige. Si vous voulez, l'opposition est tellement faible qu'elle est trop occupée à sa propre survie pour s'occuper des problèmes de la population et donc de préparer un vrai projet politique pour 2016. Et donc ce qu'Ali se propose de faire avec des amis, avec la société civile, c'est de préparer un projet de société ambitieux, solidaire pour Djibouti, avec le soutien des grandes organisations internationales, de grandes ONG, des Djiboutiens de la diaspora et de tous ceux que ça intéresse. Et donc cette initiative se mène aussi en collaboration avec la FIDH et avec le Secours catholique et Caritas et quelques grosses organisations qui lancent une grande campagne pas spécialement axée sur Djibouti, mais sur tous les pays africains. La campagne s'appelle « Tournons la page », et donc l'idée, c'est de soutenir les pays africains qui connaissent aujourd'hui des troubles qui, on l'espère, peuvent déboucher sur des changements et une véritable démocratie. D'accord. Est-ce qu'il y a un site, d'abord le site de ACP donc le site de ACP, c'est acp-europa.eu, le tiret du milieu. L'initiative dont je viens de vous parler, c'est djibouti2016.com. Et enfin, la campagne, c'est tournonslapage.com. D'accord, c'est noté. Merci. Merci infiniment Bob Kayembe, acteur du monde associatif, opérateur économique. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Dimitri Verdon, président de l'association Culture et Progrès. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On aura l'occasion de se revoir dans un autre cadre, tribune ou conviction. Et Alice Nzouzi, merci infiniment d'être venu. Quant à moi, mes remerciements d'abord à Jean-Jacques Ben à la régie. Et surtout, je vous fixe rendez-vous, samedi prochain, nous serons le 6 décembre, avec d'autres invités sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. À très bientôt.